Luc Julia, bonsoir. Bonsoir. Votre nom n'est peut-être pas familier du grand public, je le disais, pourtant tout le monde connaît Siri. Siri, cet assistant vocal des iPhones, eh bien c'est l'une de vos inventions. Luc Julia, vous avez travaillé donc pour Apple, mais aussi pour Google, pour Amazon, pour Samsung. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de la direction scientifique du groupe Renault. Et vous vous posez cette question dans votre dernier livre qu'on va voir ici. On va droit dans le mur. Est-ce qu'on va droit dans le mur? Alors, il suffit de retourner le livre pour avoir la réponse. La réponse est « Ah, il n'est pas trop tard, ouf !» Donc, contrairement à ce que disait Lacan, on n'est donc pas tous foutus. On n'est pas foutus, non. On va faire en sorte qu'on comprenne ce qui se passe. On voit qu'on a des problèmes. Une fois qu'on les a compris, on va essayer de les fixer. Alors, on va les égrener avec vous et puis essayer de trouver des solutions. Ce que je vois dans ce livre, et notamment dans les sous-titres, on a presque l'impression que c'est un programme politique. Le sous-titre, c'est « Pour sauver la planète, il faut un projet de société et une ambition de civilisation ». Il y a même votre photo, comme vous savez, un encart, ces affiches des candidats à la présidentielle. Luc Julia, vous avez pensé à vous présenter ? Ben non, mais j'aimerais bien qu'ils prennent un peu de ce qu'il y a dans le livre, tous, là, parce que c'est effectivement un programme politique, c'est un programme de société. Est-ce que c'est balayé dans la campagne présidentielle, justement? C'est vrai qu'il y a l'actualité internationale, alors que pourtant, la technologie, les inventions, les progrès font partie, là, si on prend l'exemple de la guerre, ça fait partie aussi des questions qui peuvent se poser sur les drones, les satellites, je ne sais pas, les fake news. Ouais, tout à fait. Bon, la guerre, effectivement, met en éclairage ces problèmes-là, enfin, ces problèmes et ces technologies. Donc, mais c'est vrai qu'elle n'a pas trop vocation à mettre en lumière les problèmes qui sont posés par ces technologies. Vous êtes l'un des experts mondiaux de l'intelligence artificielle, je le disais. Vous êtes spécialiste de la relation homme-machine. Et je crois que c'est une passion depuis tout petit. J'ai lu qu'à 12 ans, vous aviez créé votre premier robot. Ouais, c'était 9 ans, je crois. Mais, à 9 ans, alors vous êtes encore plus talentueux qu'on ne l'imagine. C'était 9 ans, j'avais créé mon robot pour faire le lit. Parce que comme tous les garçons de 9 ans, j'imagine, et à l'époque, quand on faisait le lit, c'était pas juste mettre une couette, il fallait border le machin, mettre la couverture, enfin c'était compliqué. Et vous n'aimiez pas du tout faire votre lit? Je n'aimais pas du tout faire mon lit, ça ne m'intéressait pas. Alors j'ai créé un robot pour faire le lit à ma place. Mais ça marchait? Non. Non, ça ne marchait pas du tout, mais et j'ai mis beaucoup plus de temps que ce que j'aurais mis à faire 20 000 fois ou 30 000 fois le lit, je pense, mais bon, c'était rigolo. Mais ça ressemblait à quoi? C'était une espèce de machin sur roulette qui était un moteur d'aspirateur qui avait un bras en bois avec un gant en mousse pour pouvoir border le drap justement, et ça passait comme ça le long du lit, et voilà, enfin c'était ridicule. Avec des résultats aléatoires donc. Très aléatoires, j'ai déchiré des draps, c'était pas bien. Il faut quand même être persévérant, alors on le comprend, pour être ce géotrouve-tout que vous êtes, parce que vous avez fait après d'autres inventions, après ce bordage de draps, et des inventions qui ont été retoquées avant d'être des inventions génialement reconnues. Je pense notamment à cette fameuse reconnaissance vocale, à Siri. Oui, Siri, c'est pas tellement que ça a été retoqué, c'était pas prêt, disons. Vous l'aviez présenté? Oui, et pas n'importe qui. Oui, Steve Jobs n'avait pas forcément compris la première fois, mais il faut expliquer longtemps, c'est OK. Non, mais la vérité, c'est que ça ne marchait pas non plus exactement très bien. La première version de Siri date de 1997, vous voyez, donc c'était la première fois qu'on avait fait un assistant, on appelait ça à l'époque. Puis après, Steve Jobs en a montré quelque chose de similaire en 2003. Finalement, il l'a acheté en 2010. Donc, après vous avoir dit 10 ans avant, c'est du bullshit, c'est ça? Il a dit c'est de la merde, il faut être clair quand même. Donc il a dit c'est de la merde, il s'est cassé. Il est resté 10 minutes avec nous alors qu'on avait 1 heure normalement pour lui montrer le truc. Bon, bien mal lui en a pris, puisque finalement il s'y est intéressé, et aujourd'hui on dit tous Siri, enfin tous ceux en tout cas qui sont un peu trop branchés à leur téléphone. Alors justement, d'ailleurs c'est intéressant de parler de ça, parce que c'est ce livre, on va droit dans le mur avec cette question, une ambition qui est sauver la planète, ralentir, polluer le moins possible, décroître un peu dans nos façons de consommer, et en même temps vous êtes l'inventeur de nouvelles technologies, d'inventions. Est-ce que c'est pas paradoxal? Est-ce que c'est pas deux visions irréconciliables du monde finalement? Je pense que tous les scientifiques, à un moment donné, ils s'aperçoivent que leurs inventions peuvent être utilisées à mauvais escient. Je pense que si Marie Curie, en 1903, avait réalisé qu'on pouvait faire une bombe atomique, je pense qu'elle aurait averti les gens.
d'accord. Elle n'a pas eu le temps de le faire parce qu'elle est morte avant à cause de l'irradiation. Bref. Vous, c'est votre cas? Vous regrettez finalement certaines de vos inventions? Oui, il y a des choses que je regrette effectivement parce que j'étais un fervent partisan du cloud, par exemple, mettre tout dans le cloud tout le temps. Donc stocker des données de façon dématérialisée. Voilà, exactement. Et puis bon, sans m'apercevoir vraiment que le cloud, en fait, n'était pas du tout dématérialisé, était très très matérialisé. Parce que ce sont des énormes hangars où on stocke avec des appareils qui réchauffent énormément, c'est ça la planète? Exactement, donc ils réchauffent la planète, ils se réchauffent entre eux d'ailleurs, et donc 60% de l'énergie d'un data center, là où il y a tous ces serveurs, est utilisée juste pour refroidir, même pas pour stocker et même pas pour calculer. Donc c'est ridicule. Enfin, il y a plein d'aberrations comme ça dans ces technologies. Quand on épouse, quand elles deviennent trop faciles, on a tendance à trop les utiliser. Et c'est un peu... Il faut savoir les utiliser, c'est ça que vous dites finalement aujourd'hui, puisque c'est fait de toute façon. Voilà, c'est fait, donc comprenons-les déjà, comprenons quelles sont les limites, comprenons pourquoi il ne faut peut-être pas trop pousser. Je ne suis pas pour la décroissance, je ne pense pas que la décroissance soit possible. Je suis juste pour une utilisation raisonnée des technologies. Alors justement, dans le livre, ça fourmille d'astuces, d'idées très concrètes. On peut en donner quelques-unes. Arrêtez de regarder des séries sur Netflix ou autre d'ailleurs plateforme, ça peut être aussi Salto comme plateforme. Préférez les grille-pains au four, ne plus écrire de mails, en tout cas le moins possible, ne plus faire de selfies à tous ceux qui nous regardent, qui se prennent en photo, et même arrêter de se marier. Sympa la vie avec vous, Luc Julia. Alors encore une fois, il faut pas être extrémiste complètement, mais arrêter de se marier. Pourquoi ? Parce que un mariage, ça coûte énormément, non seulement d'argent, mais aussi d'énergie. C'est-à-dire que tous les invités qui vont venir à un même endroit, il faut qu'ils viennent, amener le matériel, qui se déplacent, amener le matériel, amener la nourriture, faire préparer la nourriture, les lumières, parce qu'on aime beaucoup les lumières dans les mariages, ça clignote dans tous les sens. 15 tonnes de CO2, vous l'aviez calculé, je crois, par mariage. Oui. Ouais. Vous êtes marié ? Oui. Ah bravo, les cordonniers sont les plus mal chaussés. J'apprends de mes erreurs. Vous apprenez de vos erreurs. Pourquoi est-ce qu'on ne doit plus regarder trop de séries, envoyer de mails, ce genre de choses? Alors toujours pareil, on peut regarder les séries, mais imaginons qu'on regarde les séries en 5G sur le téléphone, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, je veux dire, la définition d'un téléphone, l'écran est tel que ce n'est pas la peine de regarder en hyper définition. C'est la 5G qui pose problème. La 5G, là, en l'occurrence, ça ne sert à rien, parce qu'elle vous permet de faire de la haute définition. Regardez en simple définition, d'accord? C'est OK, ça va être OK sur le téléphone. Sur votre télé, vous pouvez regarder si vous voulez en haute définition. Là, on se sert pas de la 5G. Ça utilise énormément d'énergie. Énormément d'énergie. Est-ce que ces petits gestes que vous proposez, il y en a évidemment plein d'autres dans le livre, peuvent très concrètement et réellement changer les choses? On a souvent l'impression quand même que ce sont des toutes petites tentatives et que ça se passe à un autre niveau. Oui, vous parliez des selfies par exemple tout à l'heure. Un selfie, c'est 160 watts, juste un selfie. Aujourd'hui, il y a 1 milliard de selfies qui sont pris tous les jours, 160 milliards de watts. Bon, alors évidemment qu'on ne va pas se mettre tous à arrêter les selfies complètement, mais si on se rend compte que finalement, faire ce petit truc-là, c'était juste pour notre ego à ce moment-là et que finalement celui-là, je ne vais pas le prendre, si on en enlève la moitié, ça sera déjà pas mal. Est-ce que vous arrivez à être toujours ingénieur, spécialiste de l'intelligence artificielle après toutes ces constatations et ces constatations que vous faites dans le livre? Est-ce que vous êtes tiraillé vous-même dans votre métier au jour le jour? Vous travaillez pour Renault, vous devez inventer la voiture du futur. Bien sûr, mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que moi, je suis persuadé que l'innovation se fait dans la contrainte, en fait. Et le problème, c'est que si tout était trop facile, comme c'est le cas de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est trop facile, vous faites des trucs comme tout le monde et vous innovez plus, en fait. Et si vous vous rendez compte que la contrainte, ça peut être l'environnement, à ce moment-là, ça vous ajoute la possibilité d'innover. Eh bien, merci Luc Julia. Plein d'autres conseils et puis une vraie réflexion sur la manière de proposer un projet de société et une ambition de civilisation. Merci à vous dans On va droit dans le mur. Et donc, il y a la réponse plutôt positive de l'autre côté du livre. Non, on peut l'éviter ce mur. Merci encore. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la percée de Marine Le Pen dans les sondages. Jamais la candidate du RN n'a été aussi proche de la victoire. Elle est avec ses invités et c'est tout de suite. Bonne émission à vous.